Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans des conditions très particulières, il est vrai, pour cette dernière phase de l'étude du cas N-Pro. Avant toute chose, j'espère que vous portez toutes et tous bien, ainsi vos proches. Il est vrai qu'on traverse une période un petit peu particulière, on s'était vu pour la phase 2 juste avant le début du confinement. Donc j'espère que ce confinement qui touche à sa fin, c'est bien passé pour vous ainsi que vos proches. J'imagine que pour la plupart vous êtes restés au moins une partie de ce confinement à domicile. Et j'espère que pour l'essentiel vous êtes retournés en entreprise. Tout dépend, j'imagine, du domaine d'activité. Donc toujours est-il que vous attaquez, je pense, l'une de vos dernières semaines école, donc en mode distanciel. Et dans ces dernières semaines d'école qui est courte, puisqu'il n'y a que 4 jours, on était censé se voir en présentiel mercredi et jeudi pour 2 objectifs. Un premier qui était vous écouter sur la restitution de vos soutenances phase 2. Et le deuxième objectif, c'était de conclure ce KN Pro par l'étude de la phase 3, à savoir la transition dans 2009-2010 et la mise en place d'un nouvel entrepôt. Je vous ai adressé courant de semaine dernière les modalités pour la tenue de cette phase 3, sachant que la vidéo que je vous adresse fait partie de ces modalités. Donc je vous explique l'organisation, je vous réexplique, puisque normalement c'était à peu près autoporteur mon message, mais pour ceux qui l'auraient pas bien lu ou pas bien compris, ça va se passer de la façon suivante. Je vais donc vous adresser via le LMS et les supports des différents PowerPoint, ils sont au nombre de 3. Ces supports, je vais également les audio commenter, chose que je suis en train de faire. Et je vais publier les différents liens, les 3 liens, à la fois sur les LMS et sur YouTube, de manière à ce que vous puissiez disposer avant mercredi et des supports et de la partie audio commentée. Mardi soir, on sera le 5, si je ne dis pas de bêtises, 23h59. Au plus tard, j'attends vos différents supports, enfin vos supports respectifs pour la soutenance qui aura lieu donc intégralement le mercredi 6 mai. Pour certains, j'ai déjà reçu les supports. Pour les autres, j'attends plus tard pour mardi soir avec modalité de pénalité telle que j'ai déjà expliqué. Donc j'ai un petit peu déstructuré la façon de faire, on aurait fait ça au fil de l'eau comme on avait pu le faire la dernière fois de manière aléatoire, tirage au sort. Bon là on va faire différemment, on va consacrer l'intégralité de la journée du 6 au passage de soutenance, ce sera par groupe, donc sachant que quand je dis par groupe, c'est-à-dire que l'intégralité de la classe n'insistera pas aux soutenances de ses petits camarades. Donc vous passerez à tour de rôle, donc je vous invite à lire le mail pour savoir à quelle heure vous passez, puisque là je fais pas de tirage au sort, hein, ça serait trop compliqué à organiser. Je vous demande, je vous ai donné mon adresse Skype, c'est une adresse Skype personnelle, donc je vous demande de créer les groupes, donc chacun des chefs de groupe, crée le groupe Skype qui va bien, et vous m'appelez quelques minutes, on va agir avant le début de créneau, sur l'adresse que je vous ai demandé. Et n'utilisez pas des adresses Skype entreprise parce que ça ne va pas marcher pour l'avoir expérimenté dans le cadre de revue de projet avec d'autres écoles. Donc ça c'est la journée du 6, mercredi, et jeudi, on va l'organiser de la façon suivante, toujours en mode Skype par groupe, donc 3 quarts d'heure si je dis pas de bêtises par groupe, que je vais découper en deux. Une première partie de l'intervention qui va être pour répondre, clarifier un certain nombre de points qui n'auraient pas été dans les différentes présentations que je suis en train de publier, soit audio commenté, soit les slides. Donc je répondrai donc sur la phase 3 notamment. Et une deuxième partie qui est, comme on a pu le faire jusqu'ici en phase 1 et phase 2, c'est vous consacrer du temps à répondre à vos interrogations sur la suite et fin de cette étude de KN Pro, à savoir la soutenance finale et la rédaction du mémoire. Ce qui veut dire que et mardi et mercredi, donc on sera en face à face par caméra interposée, à peu près 3 quarts d'heure à chaque fois. Pour le reste du temps, je dis mardi, mercredi, c'était mercredi et jeudi. Pour le reste du temps, mercredi, donc vous aurez le temps, donc une fois que vous êtes passé ou avant, de consulter. Vous aurez pu le faire avant puisque je vais les publier avant. Mais au moins vous aurez cette journée-là pour consulter les slides ainsi que les vidéos. Et quant au jeudi, vous aurez, hormis les 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble, toute la journée pour préparer à la fois la soutenance et avancer sur votre rapport étude de KN Pro.
Voilà, ceci étant dit, on va attaquer directement cette phase 3. Donc phase 3, si ça avait bien marché. Ok, donc phase 3 qui est donc conclut cette étude de cas qui se déroulée en 3 phases, comme son nom l'indique. Un petit rappel, phase 1 qui s'est tenue début février, dont l'objet était de planter le contexte de cette étude, à savoir qui est Nespresso, à quelle problématique, une problématique de riche, puisque une problématique de croissance sont-ils confrontés, et qu'est-ce que cela induit en termes d'impact sur leur outil, notamment outils logistiques. Donc première étude phase 1 liée, je dirais, à la description du contexte. Deuxième étape, phase 2, à savoir la phase dite de transition entre un nouvel outil qui arrivera en 2009, donc objet de la phase 3, enfin 2009 étude et mise en place 2010, et une transition qu'il faut malgré tout assurer entre 2006 et 2009 avec un plan de croissance à 30% annuel. Avec un outil obsolète, comme vous avez pu le constater, tant informatique que structurel, qu'organisationnel, puisqu'on a une gestion fournisseur, une gestion fournisseur qui est folklorique, une visibilité qui est quasiment nulle, des stocks pléthoriques sur toute la chaîne, et un entrepôt qui n'est pas du tout optimisé et qui est obsolescent. Sans parler des outils informatiques qui sont quasi inexistants. Donc c'est passé, donc ça fera l'objet de votre institution, c'est passé par une optimisation de l'outil de l'époque, donc cet entrepôt de Chavornay qu'il avait fallu optimiser en réorganisant les différents halls, en montant un petit peu en hauteur, en mettant des chariots rétractables, en réorganisant un petit peu tout ça, en dégageant une partie du stock, notamment la partie accessoires à fournisseurs pour lequel vous avez constaté que le cœur du métier n'était pas celui de Nespresso puisque c'était celui du café, et responsabiliser également la partie fournisseur en mettant en place 2 entrepôts de consignation à proximité de Chavornay, permettant le stockage en partie, je dirais, des machines et des accessoires. Ajouter à cela la mise en place d'un EDI, et je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour, on peut également rajouter à ces mesures la partie également gestion de l'ensemble des flux, et notamment sur la chaîne aval de l'entrepôt, à savoir toute la partie plateforme nationale et boutique, pour lesquelles toute la partie fréquence de livraison ont été multipliées par 5 dans certains cas, de manière à désengorger l'ensemble des stocks qui étaient présents sur toute la chaîne. Donc ça, c'était l'objet de la phase 2, pour lequel je vais vous écouter mercredi. Et là, on attaque la phase 3. Donc phase 3, Bernard Delès donc, a fait les investissements transitoires nécessaires en termes de chariots marétrables, des racks à accumulation à 3 niveaux, une réorganisation, la mise en place d'un EDI, la location d'entrepôts, puisque on est dans le cas d'entrepôts de consignation, donc on est sur la VMI, donc ce sont les fournisseurs qui déclenchent les approvisionnements, et le stock leur appartient. En revanche, toute la partie structurelle, entrepôt et RH, reste à la charge de Nespresso. Donc Bernard Delès a mis en place donc 2 entrepôts non loin de Chavornay pour le stockage de grosso modo 2/3 du stock machine et accessoires. Il a mis en place un EDI, comme je dis, et il a un petit peu réorganisé toute la partie gestion des flux. Ceci étant, c'est bien insuffisant, puisque vous l'avez pu le constater à travers les calculs qu'on a fait en phase 2, par une projection assez simple, règle de 3, on va se retrouver très rapidement avec un entrepôt à horizon 2009, malgré le fait d'avoir optimisé, malgré le fait d'avoir dégagé une partie de son stock, avec un entrepôt qui n'est pas capable d'absorber la capacité de production générée par Orb. Donc la nécessité, investissement qui avait été déjà acté en 2006, nécessité de construire un nouvel entrepôt capable d'absorber l'augmentation supplémentaire du business plan. Bernard Delès n'attend pas 2009, bien évidemment, pour se pencher sur le cas. Donc, en parallèle de cette phase transitoire qu'il a déployée, donc il va s'attacher à étudier les différentes solutions qui s'offrent à lui et à en retenir celle qui est la plus rentable, la plus pérenne et la plus capacitaire par rapport au plan de croissance. Donc, c'est l'objet de cette phase 3.
Donc un petit rappel contextuel de la stratégie de leadership de Nespresso, hein, donc un business plan à 2 chiffres, à 30%, les faisant passer des ventes à hauteur d'environ, hors machine accessoire sur le café, à hauteur de 60 000 palettes en 2006 à 5 fois plus en 2011. Donc une stratégie de leadership qui est basée sur l'outil que je vous avais présenté, pour lequel vous avez l'air de connaître, à savoir le BSC. Balance Scorecard, qui est basé sur 4 axes de performance. L'axe de performance financier, donc la mise en place pour Nespresso d'une rentabilité durable avec un marché en pleine croissance, des nouveaux marchés orientés notamment vers le sud de l'Europe ainsi que les marchés américains, permettant ainsi d'augmenter les parts de marché un petit peu partout et de devenir leader. Également une croissance en quantité et en catalogue, puisque le catalogue continue à s'étoffer par la pérennisation de capsules éphémères ou capsules lancées pour l'été ou pour l'hiver, ainsi que la modernisation avec un certain nombre de machines un petit peu plus modernes, avec l'arrivée, même si c'est un petit peu plus tard, de modèles notamment Bluetooth. Croissance des volumes, j'en ai parlé, hein, plus 30%, que ce soit pour le café, machines et accessoires. Une obligation, puisqu'on est quand même dans de la rentabilité, le but n'est pas faire un chiffre d'affaires pour faire un chiffre d'affaires, on est sur un EBE à 80%, donc faire en sorte d'améliorer en parallèle les coûts opératoires, notamment par la mise en place d'un certain nombre d'outils, par une professionnalisation d'outils, quand je dis outils informatiques, mais également outils structurels, puisque l'entrepôt en fait partie, mais également améliorer la partie formation par la mise en place d'un WMS qui sera beaucoup plus simple à utiliser qu'un tableau Excel à l'ancienne. Et également, donc, puisque qui dit stock dit immobilisation du capital, une meilleure maîtrise, chose qu'ils ont commencé à faire entre 2006 et 2009, une meilleure maîtrise des stocks sur toute la chaîne. Donc ça, c'est l'axe financier. L'axe client, donc, qui était déjà un axe fort de Nespresso dès 2006, hein, et même bien avant, un taux de service qui convient à minima de maintenir à 98%, mais dans le meilleur des cas, il faut aussi l'améliorer, tout en bien évidemment respectant les délais de livraison, ça va avec. Les délais de livraison qui, je vous le rappelle, sont de 48, 24, 12 heures suivant la proximité du demandeur par rapport aux différents points de distribution. Et également donc essayer de développer de nouveaux services clients, notamment toute la partie et collaboration avec la reverse logistique. Mais ça, on y reviendra. On peut également rajouter, et ça fera partie d'une deuxième présentation, le développement de la partie e-commerce. Troisième et quatrième axe, qui sont liés, je dirais, à l'organisation et les processus internes, faire en sorte que la logistique soit un management fort de la politique Nespresso. Donc faire en sorte que cet entrepôt, qui va devenir un entrepôt central, soit le pilote à la fois de la production et de la distribution. Donc ça passe par l'intégration de la gestion des flux fournisseurs, donc ça c'est quelque chose qui a commencé à être mis en place avec de la VML, GPA et la mise en place d'un EDI. Donc une gestion complète de la chaîne logistique depuis les fournisseurs jusqu'à la boutique, avec une vision complète et une maîtrise complète de cette chaîne, notamment à travers la maîtrise des outils informatiques. Donc je me répète, redéfinir les processus opérationnels avec les mises en place de nouveaux outils informatiques, WMS pour la gestion de l'entrepôt, traçabilité et EDI pour les échanges avec notamment les fournisseurs, ainsi que la facturation. Et concevoir et implanter un nouveau réseau de distribution et de nouveaux services, donc tant sur la reverse logistique, mais également, vous verrez que le réseau de distribution lui-même est également amélioré dans le cadre du passage à 2010. En parallèle de ça, les coûts internes également, il faut les améliorer, donc avec un développement de l'excellence opérationnelle, donc basé principalement sur le déploiement d'outils informatiques modernes, que ce soit le MS Enterprise Management System, qui est un outil supérieur à l'ERP, qui est un outil plutôt lié à chaque site, qui permet une gestion multi-site, puisque vous verrez que le schéma final, il est multi-site, donc il y a la nécessité d'avoir un outil supra-ERP pour la gestion multisite, donc l'ERP, donc qui sera un ERP maison, un WMS et une gestion des fournisseurs vers un EDI. On développer de nouveaux outils informatiques, on se répète une nouvelle fois, et une expertise logistique, système de stockage, système de médiation, système d'information et la gestion de la demande.
Tout ça en essayant de s'appuyer sur les technologies de l'époque. On est en 2008-2009, donc essayer de s'appuyer sur les technologies de l'époque émergentes, RFID, Transtalker, que sais-je, mais ça on y reviendra. Donc voilà la stratégie Nespresso. Avec autant que possible, donc la construction d'un nouvel outil logistique qui soit le plus pérenne possible, qui soit garant d'une efficience opérationnelle, d'une performance financière, d'une performance opérationnelle, mais également d'une performance technologique, puisqu'on est quand même sur un produit premium, un produit premium qui est la capsule à 30 à 40 centimes l'unité. Donc Nespresso se doit d'avoir un outil logistique qui soit à la pointe de la technologie en termes d'image et de communication. Donc ceci étant rappelé, on va s'attaquer. Alors le gros de la présentation il est ici. Cette nouvelle plateforme, comment je vais la dimensionner, quel est mon cahier des charges et quel choix je vais faire. Bon, ceci étant, on va rappeler un certain nombre de principes sur la partie distribution intégrée. Donc cet entrepôt, je l'ai dit en préambule, cet entrepôt va permettre donner une vision globale. En tant que pilote de la nouvelle plateforme de stockage, je préfère parler d'entrepôt. Donc développement d'une perspective globale comme pilote du management des flux et comme centre de création de valeur. Ce n'est pas qu'un simple centre de stockage, de consolidation, puisqu'on va continuer à faire du cross-docking, mais c'est également un centre de création de valeur, puisque ce centre va continuer au moins jusqu'en 2011. Alors, on déflore un peu le sujet, mais au moins jusqu'en 2011, assurer la partie livraison en B2C. Donc le pick and pack internet pour la Suisse et une partie de la France. Donc quand l'entrepôt en 2006 était plutôt un entrepôt qui gérait les stocks, régulait un minima la demande, sa nouvelle mission c'est de gérer la réponse logistique à chaque niveau de service. Depuis la gestion des fournisseurs jusqu'à la visibilité complète jusqu'au niveau boutique. Tout ça passe par une informatisation des flux et une amélioration des process opérationnels. On se répète. Donc ça passe par une intégration de tous les fournisseurs dans la gestion de la chaîne logistique, avec une gestion maîtrisée des flux d'approvisionnement et des flux de production, une centralisation, puisque Nespresso fait le choix de faire de cette plateforme une plateforme unique, un entrepôt unique, localisé en Suisse. On s'en y reviendra, puisqu'il y a un calcul péricentrique qui est malgré tout à faire, qui s'appuie donc sur des technologies nouvelles et un système d'information uniforme permettant d'avoir une information cohérente et transparente sur l'intégralité de la chaîne. Tout ça de manière à avoir une augmentation de la réactivité pour l'approvisionnement. Je vous rappelle qu'en phase 2, un des axes d'optimisation en attendant le nouvel entrepôt, c'était de multiplier les fréquences de livraison de manière à désengorger les stocks au niveau des plateformes nationales notamment et des boutiques. Donc on passait notamment pour la France d'une livraison hebdomadaire à 5 livraisons par semaine. Donc il va de soi qu'il faut être capable d'être réactif et d'avoir l'outil qui va avec. Donc augmentation de la réactivité de l'approvisionnement pour chacun des acteurs en partageant les mêmes outils. Donc là on parlait plutôt en fait de la partie fournisseur, donc ça c'est la partie mise en place d'une GPA et d'une VMI avec des entrepôts de consignation. Voilà, ce que je disais tout de suite à l'instant, c'est la partie à niveau de rotation des stocks, donc faire en sorte de diminuer les stocks, puisqu'on passait de mémoire, on était à 2800 palettes en 2006, couverture de 2800 qui était équivalente à peu près 15 jours, et on passait autour de 12-13 000 en 2011 par projection, sachant qu'on avait un plan de croissance à 30%. Une qualité de remontée des systèmes d'information entre les points de vente et transporteurs à travers un outil qui est uniforme et commun à toute la chaîne, une traçabilité notamment via le WMS pour garantir le suivi des produits, notamment la garantie de la DLUO, la gestion de la DLUO, chose qu'avant ils faisaient de manière, on va dire, à l'ancienne. Là, avec un WMS en place, ils sont capables de garantir cette traçabilité, et le renforcement de la distribution multicanal, nouveaux services de livraison à domicile, des points relais, donc des points relais qui en 2011 vont être de l'ordre de 2500, qui aujourd'hui sont de l'ordre de 5000, des livraisons sur rendez-vous, des points relais, donc récupération de capsules usagées, nouveaux modes de livraison, voitures électriques pour la partie distribution urbaine et couverture du dernier kilomètre, etc., etc., et notamment des services liés à les collaborations, donc avec une qualité de produit, excellence opérationnelle et respect de l'environnement. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce que c'est lié au contexte sanitaire un petit peu particulier. Nespresso s'est lancé dans une campagne de publicité là, depuis quelques semaines, là, qui est
pas en totale contradiction, mais qui est sur un mode complètement différent de ce qu'ils avaient choisi jusqu'ici en termes de marketing. Donc on est plus sur un marketing bling bling classe, un peu superficiel, papier glacé à la Georges Clooney. On est passé sur une communication solidaire qui passe par le respect des fournisseurs. Donc le petit spot vidéo il passe notamment par là. On voit un peu à l'ancienne, là, comme on avait pu voir sur les cafés, le café Jacques Vabre, où on voit les producteurs de café là dans les Andes ou que sais-je. On voit la partie également reverse logistique avec la mise en place des sacs, etc. La partie retraitement, donc on voit également la partie fabrication puisqu'on voit à la fois de la capsule Vertuo et la capsule classique. Et on voit également la partie récupération des capsules usagées, usine de retraitement. Donc une communication qui est vraiment solidaire sur les collaborations avant tout. Donc on n'est plus sur une communication un peu, je dirais commerciale, mais on est vraiment sur des communications de valeur. Donc est-ce que c'est conjecturel ou est-ce que c'est la nouvelle façon de communiquer Nespresso? L'avenir nous le dira. Alors un dernier slide qui est un petit peu surprenant, comme vous avez pu le remarquer dans toute cette étude de cas, il y a des choses un petit peu plus surprenantes dans la présentation. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles je n'ai pas la main puisque c'est un snapshot. Mon cas est mis ici, qui arrive un petit peu tôt dans le processus, bon néanmoins il est là, même si j'ai fait quelques coupes parce qu'il y avait des choses vraiment assez aberrantes que j'ai enlevées, il ne reste pas moins de compte. Celle-là, on la laisse, même si on peut se poser un certain nombre de questions, notamment elle apporte deux informations. Une un petit peu tôt sur le fait que les systèmes de livraison des boutiques, qui font effectivement partie de la chaîne de distribution, vont voir notamment donc, entre eux et les plateformes nationales un intermédiaire qui est la mise en place de hubs de proximité. Vous verrez, il y en a une petite dizaine qui vont être mis en France en tout cas, mis en place à proximité des grands centres urbains, de manière à être un centre de délestage par rapport aux plateformes nationales et d'assurer une livraison urbaine plus efficace et d'être un stock de délestage aussi par rapport aux boutiques. Mais ça on le verra un petit peu plus tard. Une incertitude, c'est l'intégration des fournisseurs dans la gestion des boutiques forte. Je m'interroge un petit peu sur s'ils entendent par intégration des fournisseurs dans la gestion des boutiques, puisque vous verrez que dans le modèle final mis en place à partir de 2010, les fournisseurs qui vont continuer à s'appuyer sur les entrepôts de consignation vont être à même de livrer pour du cross-docking la nouvelle plateforme ou en direct les plateformes nationales pour les gros clients. Ils peuvent aller même jusqu'au hub, mais en aucun cas ils vont jusqu'à livrer des boutiques en direct. Bon. Surprenant cette notion d'intégration forte vis-à-vis des boutiques. En tout cas, ils s'en approchent fortement puisqu'ils vont jusqu'à la livraison des centres périurbains à travers ce. Et ça on le verra un petit peu plus tard. Donc on attaque le gros de la présentation, à savoir une nouvelle plateforme d'entreposage. Donc Bernard Delès, il n'y a pas carte blanche puisque je pense qu'on lui a fixé un budget. Et en tout cas on lui a fixé un cahier des charges pour dire ben voilà, en 2009 on doit avoir posé les plans, démarrer les travaux pour qu'en 2010 on ait une nouvelle plateforme qui soit opérationnelle à même d'absorber notre plan de charge à plus 30%. Donc rappel sur la dimension stratégique de cet entrepôt en tant que plateforme centrale de la logistique, donc maillon devenu incontournable, une dimension qui doit être adaptée aux enjeux stratégiques de l'entreprise, donc dimension à la fois technique, technologique et capacitaire et économique, de manière à répondre aux enjeux capacitaires de plus 30%, aux enjeux économiques d'avoir quand même un EBE qui soit le meilleur possible, les enjeux également client, puisqu'on veut maintenir notre taux de service ou à minima, ou dans un meilleur des cas amélioré, à 98%, et faire en sorte de devenir, puisque ça va correspondre à peu près à ces dates-là, de devenir leader de la capsule, sur le marché de la capsule portionnée. Donc un élément essentiel de compétitivité de l'entreprise ayant pour but d'améliorer la distribution des produits par rapport à la variation des marchés et d'accompagner l'évolution des canaux de distribution en s'appuyant sur logistique collaborative avec le fournisseur, la GPA, l'e-commerce et nouvelles exigences du service, notamment toute la partie reverse logistique. Donc combiner des solutions techniques novatrices, Translocker, FID, il faudra se poser la question, en s'appuyant sur les bonnes pratiques afin d'améliorer la productivité globale de la chaîne logistique, tout ça au meilleur coût en ayant un retour sur investissement qui soit le plus court possible.
Donc voilà le cahier des charges général, hein. Il y a la stratégie de croissance de Nespresso, avec des enjeux qui sont disposés d'un pôle de compétences, d'avoir une vision à long terme, donc je vous donne quelques chiffres, la volonté d'avoir un amortissement au maximum sur 25 ans, donc un outil qui va d'avoir une pérennité de 25 ans, en s'appuyant sur l'informatique développée, un WMS, donc un EMS, j'en ai parlé tout à l'heure, un WMS, un WCS, donc WCS Warehouse Control System, donc il y a un intermédiaire entre le WMS et les systèmes embarqués sur les différents convoyeurs, chariots, etc., pick to light, de manière à faire le lien entre, dès lors qu'on fait du picking, entre l'outil de picking, l'outil informatique de picking et l'état des stocks qui est géré au niveau du WMS. Donc ça s'appelle WCS, un TMS pour la partie transport, et toujours cette EDI pour le lien avec les fournisseurs. Donc disponibilité totale des produits à la vente, de manière à maintenir ce taux de service à 98% à minima, avec la question qu'il faudra se poser, on est en 2008-2009, il y a des technos émergentes, donc dans le budget qui m'est imparti, en se posant la question du retour sur investissement, il va falloir déterminer le juste niveau technique d'autonomisation, qui dans le meilleur des cas technologiques en tout cas pour aller jusqu'au stockage automatique avec des transstockers, des convoyeurs automatiques, des systèmes de tri avec reconnaissance automatique par code barre, le pick to light c'est pas forcément encore en place, éventuellement du voice picking, du RFID, se poser la question, des logiciels de gestion opérationnelle, des automates, etc. Donc faire un état de l'art un petit peu de ce qui se fait de mieux à l'époque sur le marché de l'entrepôt. Et se poser la bonne question, est-ce que c'est ce qu'il faut un Nespresso de manière à garantir une capacité pendant 25 ans, tout en garantissant une communication et une vitrine technologique à la hauteur du côté premium de la marque. Donc, en gros, c'est un résumé cette vision 3D là qu'on avait déjà vu dans la phase 2. C'est un résumé du cahier des charges et de toutes les questions que doit se poser Bernard Delès pour dimensionner cet entrepôt, à savoir des processus, 4 processus, processus réception, stockage, donc mise en stock, préparation de commande, donc des stockages, préparation de commande, puis expédition. Avec pour chacun de ces processus, donc des outils à dimensionner, avec une surface et un nombre de quais pour la partie réception, même question pour la partie expédition, pour la partie stockage, quel est le système de stockage, pour la partie préparation de commande, quel est le système de préparation de commande, avec donc un agencement nécessaire et une quantification des agencements nécessaires des moyens matériels et une quantification nécessaire des moyens humains correspondants. Donc si on passe au niveau organisationnel, ça veut dire que pour la réception, il va falloir affecter les zones de réception, les quantifier en nombre, en type, en fonction des flux, que ce soit du wagon, du camion, est-ce que c'est du conteneur, est-ce que c'est du convoyeur, est-ce que c'est ensuite du transfert vers stock avec un T. Idem pour la partie stockage, poser la question des surfaces, des hauteurs, des nombres, etc., de la technologie mise en place. Dimension, réserve, règle de stockage, zone de picking, etc. Est-ce qu'on fait du picking dans les allées avec des allées suffisamment larges, ou est-ce qu'on réduit la largeur des allées, on crée des zones de picking en amont, enfin en aval plutôt, de la partie stockage. Idem pour la préparation de commandes, type de commande par lot ou pas, taille des commandes, ordonnancement des prélèvements, dans quel ordre, quelle va être ma gestion des stocks, en termes de référence, en termes de DLUO, etc. Et se poser la même question pour la partie expédition. Type d'expédition, comment je fais partir mes palettes, camions, wagons, containers, nombre de zones d'expédition, affectation des zones. Donc tout ça, ça passe par plusieurs processus, conception des flux, enfin plusieurs actions, plusieurs tâches, conception des flux, choix des systèmes en fonction de capacité de stockage, les ressources à mettre en œuvre, dimensionnement des ressources, on se répète un peu, détermination, mise en place des solutions organisationnelles également, affectation, allocation, ressources matérielles et humaines. Donc voilà un petit peu la cartographie de toutes les questions que Bernard Delès doit se poser pour répondre à la question qui lui a été posée. Donc on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. L'entrepôt pilote des flux. Donc on se répète, puis un pilote des flux, en ce sens que les flux vont être un petit peu compliqués, puisqu'on va se retrouver, on le verra sur une carte de manière un petit peu plus visuelle, on va se retrouver avec un entrepôt qui est acté, qui sera à Vanches. Donc à Vanches qui est situé à une 50aine de kilomètres et de Lausanne et d'Orbe, néanmoins qui a fait
même si c'est acté à Vanche, ça fait l'objet d'un calcul barycentrique, on le verra tout à l'heure. Donc entrepôt central vers lequel vont converger un certain nombre de flux, puisqu'on va garder les entrepôts fournisseurs qu'on avait mis en place dans la phase transitoire pour les parties accessoires et machines. Il y a une nouvelle usine qui apparaît, donc l'usine d'Avanche qui est colocalisée avec l'entrepôt. Nouvel entrepôt. L'usine existante est maintenue puisqu'elle va être capable d'assurer à peu près un tiers de la production de café à l'horizon 2011. Les 2 tiers restants seront à la charge de, un petit peu plus des 2 tiers d'ailleurs, restants seront à la charge d'Avanche. Charbonnet en revanche, même si c'est pas très clair, Charbonnet en revanche disparaît en tout cas de la partie entreposage. Il semblerait qu'il est gardé pour en tant que bureau ou la partie administrative, en tout cas pour la partie flux logistique, Charbonnet disparaît. Donc on se retrouve avec plusieurs flux qui convergent vers cette nouvelle plateforme. Les entrepôts de consignation, l'usine d'Orbe qui va continuer à l'alimenter. Alors on déflore un petit peu le sujet. Vous vous souvenez, entre Orbe et Chavornay, on avait une voie ferrée, puisqu'on était à quelques kilomètres, 4 ou 5 kilomètres. Donc là, ils vont faire le choix, on verra, ça moyennant évidemment des coûts, un surplus, ils vont faire le choix également d'aménager la voie ferrée pour l'amener jusqu'à la nouvelle plateforme, qui elle est à un petit peu moins de 50 km d'Orbe, entre Avanche et Orbe, il y a à peu près une cinquantaine de kilomètres. Donc, on va converger également des flux machines, puisque vous verrez qu'ils font également le choix de garder un petit peu de machines au moins jusqu'en 2010. Vont converger également de la matière première, ça c'est une nouveauté. Pour les accessoires seront alimentés uniquement des entrepôts fournisseurs à partir de 2010, même un petit peu avant, si on revient à la phase 2, je crois que c'était à partir de 2008-2009, dès lors que les entrepôts sont en place, l'entrepôt est en place. Et on a également du container, puisque voilà, les machines arrivent d'abord par les containers, vu que ça arrive de la Chine. Ensuite, on a une centralisation de tous les flux, gestion intégrée des flux, donc avec une livraison, donc ils vont continuer à livrer donc la partie Est France et Suisse, B2C, donc à partir de cet entrepôt central, au moins jusqu'en 2011, puisqu'à partir de 2011, on va être créé un centre dédié au B2C. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas où il se trouve. Donc cette livraison se faisant par les camions de la Poste. Par ailleurs, on ne le voit pas encore ici, mais il y aura également des camions à partir pour la partie plateforme nationale, puisqu'on va continuer à livrer les plateformes nationales en palette, à partir notamment soit du stock machine et café, soit du cross-docking réalisé à partir des machines à export, plus le café qui est en stock au niveau de cette nouvelle plateforme d'Avanche. Donc voilà, c'est un petit peu décousu, un petit peu tôt dans le processus, mais bon, toujours dit qu'il y a une planche, donc ça permet de planter au moins en amont le décor, l'usine existante, une nouvelle usine, on garde les entrepôts fournisseurs. Tout ça, ça alimente cet nouvel entrepôt d'Avanche. Donc le contexte stratégique, on va certainement un petit peu se répéter. Donc augmentation nécessaire des capacités de production. Donc je vous rappelle que malgré les aménagements qui ont été faits, malgré l'augmentation des fréquences de livraison, malgré le dégagement des machines pour partie machines accessoires à partir de 2007, on sait très bien qu'à partir de 2009, l'entrepôt Chavornay étant sous-capacitaire, il faut être capable d'avoir un entrepôt qui est à même d'absorber au moins jusqu'en 2012. Après, on se pose moins la question. C'est assez surprenant d'ailleurs, vous verrez quand on fera les calculs tout à l'heure. On n'a pas de chiffre au-delà de 2012, donc la projection post-2012, ça me paraît un petit peu surprenant de ne pas se projeter au-delà. Il part du principe qu'il n'y a pas de croissance après. Bon. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Donc construction d'une nouvelle usine, production en 24 en plus de l'usine existante. Donc 2 tiers de la production vont venir d'Avanche, 1 tiers d'Orbe. Nécessité de garantir des nouvelles capacités de stockage pour augmentation de flux de production à 2 usines. Localisation, nécessité de trouver une opportunité financière, puisque a priori l'entrepôt de Chavornay ne leur appartenait pas, donc il y a la nécessité de trouver une opportunité financière qui corresponde au barycentre du nouveau business plan, puisqu'il faut se projeter en 2010-2011, où le barycentre évolue un petit peu, puisque France et Suisse, qui étaient à 2 tiers les clients majoritaires, ne vont devenir qu'à hauteur de 40%, donc avec notamment des marchés nord-européens qui vont se développer, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Norvège, etc., mais également sud-européens avec l'Italie, Portugal et l'Espagne. Mais ça, on voit dans les planches qui arrivent.
Donc, nécessité de trouver une localisation cohérente avec les mises en place de la nouvelle stratégie de distribution. Bah ouais, c'est justement ce dont je parlais, à savoir que bon, une représentation un petit peu originale de la projection entre 2006, ici en nombre de palettes, du plan de production et du plan de distribution, surtout en café, je pense, ou c'est l'ensemble, peu importe, je ne vais pas regarder dans le détail. Donc en 2006 en rouge, et on se retrouve avec une projection donc en 2011 avec des marchés qui sont très diversifiés, avec notamment l'émergence forte des pays du Sud, notamment Espagne, Portugal. L'Italie a dû faire un bond intéressant aussi en avant, regardez, l'Italie. Également les Nord, Allemagne, Belgique, Hollande, qui étaient minoritaires. Alors, sachant qu'il y a un effet aussi, un effet croissance, on fait x5. Donc, en termes de volume de quantité de palettes, forcément, ça augmente. Et même si, mais ça augmente beaucoup plus proportionnellement que la France et la Suisse. Hein. France et Suisse qui font grosso modo x3, avec 3-4 en nombre de palettes, ça n'a rien à voir avec l'augmentation en nombre de palettes de l'Allemagne. Donc on passe notamment donc, avec des marchés franco-suisses à 60% en 2006, avec un marché franco-suisse à 38% de manière proportionnelle, même si en nombre de palettes ça augmente fortement. Et voilà, donc l'Allemagne ça augmente, l'Autriche ça augmente, les Pays-Bas un petit peu, Belgique ça se maintient en termes de part de marché en tout cas, l'Angleterre, Norvège un petit peu, ça double, et le sud de l'Europe. On passe de 2 à 7 pour l'Italie, de 3 à 9 pour l'Espagne et de 2 à 4 pour le Portugal. Alors, ensuite, il y a toute la partie hors Europe, donc départ par conteneur, où là, effectivement, on a quelques marchés émergents qui commencent à arriver. Donc, à partir de ça, il va falloir choisir un barycentre. Alors, est-ce que il y a eu un vrai calcul barycentrique ou pas bon, je l'ai pas fait moi-même personnellement. Bon, il est vrai que les marchés du sud d'Europe ont pas mal évolué, donc néanmoins, quand on regarde un petit peu la carte, quand on regarde les volumes, il est un petit peu bas le barycentre. Je pense que bon, à quelque chose près, on devait être peut-être un petit peu plus au nord pour des questions d'opportunités financières, pour des questions de fiscalité aussi, et puis d'avoir une cohérence, je dirais, dans la partie usine entrepôt. Bon, ils ont regardé ça en Suisse, non loin du siège à Lausanne ici, et non loin d'Orbe qui est un petit peu au-dessus, qui est ici. Donc avant je trouve ici, mais il y a une carte juste après, je crois, qui est un petit peu plus loin, qui est un petit peu plus zoomée. Donc on n'est pas exactement ici, on est plutôt ici au niveau de Fribourg. Le nouvel entrepôt, les nouvelles usines. Donc calcul barycentrique, qui vaut ce qu'il vaut, mais grosso modo on est à peu près au centre de la distribution logistique par rapport aux différents marchés. Donc là on se répète, performance technique opérationnelle, qualité, sécurité, image. Donc là effectivement c'est l'image de marque en termes d'outils logistiques, hein, doit être à la hauteur de ce que veut projeter Nespresso comme image premium. Et à côté bien évidemment performance opérationnelle. Préservation, pérennisation des compétences, c'est-à-dire ressources humaines, basé sur un outil qui est à la pointe, qui se veut à la pointe en tout cas. Une gestion des risques, donc pérennité outil, on a un outil enfin qui est capable d'assumer un plan de charge en croissance et d'être technologiquement maintenable, puisqu'on est quand même sur des technologies qu'il va falloir maintenir pendant 25 ans. Et tout ça dans un but d'excellence opérationnelle. Voilà, donc la carte dont je parlais, elle est ici. Bon, un petit côté un peu troublant, on parle d'entrepôt existant ici. Donc Orbe, donc usine, hein, Orbe entrepôt qui est à ce niveau-là, donc au bout du lac de Neuchâtel, et entrepôt existant. Alors, on suppose qu'il s'agit entrepôt avec un S existant, on suppose qu'il s'agit des entrepôts de consignation aux fournisseurs, ce qui serait cohérent de la planche qui a été présentée. Donc on part du principe que c'est ça, et donc cette nouvelle usine à Vanches, qui est voilà, plutôt au niveau de Fribourg, hein, plutôt qu'ici, avec un nouvel entrepôt. Donc, dimension économique. Donc, il y a une somme de prérequis d'hypothèses qu'il faut faire. Donc, plateforme centrale et distribution, ça on l'a déjà dit, pour l'ensemble des marchés internationaux et nationaux.
Un taux d'occupation, on fait l'hypothèse que le taux d'occupation va être en moyenne de 90%. Alors une nouveauté, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est, vous verrez, une nouvelle usine, un nouvel entrepôt sont vraiment liés, technologiquement parlant, puisqu'ils vont mettre en place un convoyeur entre l'usine et l'entrepôt, qui va permettre d'acheminer les palettes de manière complètement automatique entre l'usine et l'entrepôt. A l'inverse, de manière à ce que le convoyeur en retour il voyage pas vide, le convoyeur sera chargé au retour par des produits semi-finis, semi-finis oui non, puisque dorénavant, en tout cas pour la nouvelle usine, dorénavant cet entrepôt sera à même de stocker également la partie capsule et emballage. Donc quand on parle d'emballage, on parle de les tubes en carton dans lesquels on va venir insérer les capsules. Donc les capsules vides et les emballages seront stockés à hauteur de 30 jours, une couverture de stock de 30 jours, également dans cet nouvel entrepôt. On va rester sur les chiffres qui avaient été déterminés suite au calcul de transition, à savoir la couverture des stocks café 20 jours. Donc ça, c'était les choix qui avaient été faits. On était à 15 jours en 2006, il avait fait le choix de passer à 20 jours, avec, alors ça c'est nouveau, mais ce qui paraît assez logique, à savoir la mise en place d'un peak factor, donc un facteur de charge qui correspond à des mois forts où les 20 jours de stock à frais ne sont pas suffisants. Donc il est estimé un peak factor de 20%, 1,2. Donc pour la partie machine, alors on a du mal un petit peu à s'expliquer, il les garde encore pendant quelques temps. Est-ce que c'est pour le B2C qui va rester dans cet entrepôt jusqu'en 2010? Bon, certainement. Alors, la question se pose pourquoi ne pas regarder également une partie des accessoires. Bon, toujours qu'il y a un stock machine qui est maintenu jusqu'à fin 2010 à hauteur de 30 jours. Ouverture de 30 jours et un peak factor de 30%, 1,3. Au-delà de 2010, plus de machines. On fait l'hypothèse que toutes les machines ont été stockées dans les entrepôts satellites. La plateforme en l'occurrence devient une plateforme de consolidation pour machines et accessoires à destination de tous les marchés internationaux. Donc machines et accessoires vont passer, alors, vous verrez que les entrepôts fournisseurs peuvent être à même de fournir directement, mais pour les plus gros marchés, mais pour le reste ça passe par du cross-docking avec consolidation et avec les palettes café qui sont expédiées depuis cet entrepôt d'Avranches. Et donc à partir de 2011, ils font le choix de créer un centre satellite, l'histoire ne dit pas où, un centre satellite B2C pour le pick and pack, donc pour la Suisse et les marchés de proximité, donc principalement la France, de 2500 mètres carrés. Donc voilà un petit peu le cahier des charges avec les chiffres qui ont été choisis pour dimensionner ce nouvel entrepôt. Alors, il faut également dimensionner en termes de capacité, donc dimensionnement dynamique, flux ressources. Alors, projeté en 2010, si vous vous souvenez bien, on était sur une couverture à 15 jours en 2006 qui représentait à peu près 2800 palettes. 2800 palettes, en phase 2 on avait fait ce calcul-là. Projection en 2010, on est à x4 à peu près, x4 en termes de production et également d'expédition, ce qui revient donc à 4 fois 2800, on est aux alentours de 15 000. Donc le calcul, il faut le refaire dans le détail, mais voilà, on est sur une plateforme centrale avec une couverture donc de l'ordre de 15 000. Et ça a été un petit peu optimisé suite à l'augmentation des fréquences de livraison, ce qui permet, ça a dû diminuer de 15 à 13 000, et ce qui permet de passer d'une couverture de 15 à 20 jours. Donc on reste sur 15-16 000, donc plateforme centrale en 2010, avec des machines donc à 1800, environ 2000 palettes de machines en 2010 qu'on maintient, sachant qu'à partir de 2011 il n'y aura plus de palettes. Donc ce sont à partir de ces chiffres-là qu'on va faire le dimensionnement capacitaire de cette plateforme. À savoir, il est celui-là. On parle de 15 500 palettes. Alors c'est là qu'il faut se poser la question. 15 500, le chiffre que vous avez en bas à droite ici, 22 600, est basé sur le chiffre de 2010. Ce sera le chiffre sur lequel toute l'étude et toute la partie investissement va être basée. Il s'avère qu'en 2011, on fait encore plus 30%. Au-delà, on n'en sait rien. Même je crois que 2012 également. Donc, à partir d'un chiffre 2010, ça paraît peut-être un petit peu juste. Alors, malgré tout,
cet entrepôt, ce nouvel entrepôt va gagner un petit peu par la disparition à partir du moment du côté machine. Néanmoins, ça paraît un petit peu juste. Bon, toujours est-il que le dimensionnement a été fait à partir de ce chiffre en 2010, à savoir 15 500 palettes de café, à peu près 2000 palettes de machines, à peu près 2000 palettes de produits semi-finis, les capsules et les emballages. Un pick factor appliqué au café et aux machines, pour la partie en semi-fini, emballage capsule et cartonnette pour la partie tube. Donc ça paraît normal qu'il n'y ait pas de pick factor puisque ça correspond à des besoins de l'usine de production. Donc elle produit de manière continue en 24-24. Donc ce qui nous fait donc 1,2 x 15 000, 1,3 x 1800 et 1700 fois, alors c'est pas 0 le pick factor mais 1 plutôt, fois 1. Donc ce qui nous fait 18 500 plus 2004 et 1700 égale un total de 22 600, une capacité visée à 2600 palettes. Donc ça sera le chiffre sur lequel on va se baser pour faire le dimensionnement de notre entrepôt. Capacité visée 2600 palettes. Dimensionnement technique. Donc quelle technologie va-t-on choisir? Plusieurs choix s'offrent à nous. C'est un petit peu de blabla pour dire qu'il y a des critères de coût, de performance, de dimensionnement, etc., etc. Donc en gros, il y a un calcul à faire en termes de capacité, en termes de coût, d'investissement, en termes de coût de fonctionnement, RH, électricité, etc., de manière à savoir quel est l'outil le plus pérenne et le plus rentable sur 25 ans. Donc il y a 3 possibilités qui s'offrent, même 4, puisqu'on va avoir émerger une 4e possibilité qui va être balayée assez rapidement, mais bon, elle n'est pas évoquée jusqu'ici, enfin dans cette première partie. Une première qui est un entrepôt, je dirais un entrepôt classique sur 4 à 5 niveaux de pause, donc quelque chose d'un petit peu plus moderne que ce qu'ils ont, donc on monte à 5 niveaux, on est sur 8-10 mètres, hein, c'est surtout de manière assez classique dans les entrepôts. Réception wagon, donc pour la partie café, et donc, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il y a un petit convoyeur, enfin un convoyeur qui va être mis en place entre le nouvel entrepôt, entre la nouvelle usine et l'entrepôt. Un entrepôt classique avec 10 mètres de haut, stockage, préparation, commande, avec des chariots classiques marée tractable. Donc on est sur à peu près 2 mètres 50 de largeur d'allée. Et une zone d'expédition avec expédition et réception. Donc ça c'est l'entrepôt classique qui nécessite beaucoup de mise en œuvre humaine, donc de la RH qui coûte cher, et une surface au sol assez importante puisqu'on monte assez peu en hauteur, 8-10 mètres, donc un entrepôt classique avec des volumes à 22 600 palettes, on va avoir une emprise au sol qui risque d'être importante. Mais ça on fera le calcul tout à l'heure. On peut passer sur des choses un petit peu plus, une logique dite extensive, qui va plutôt, au lieu de s'étendre en mètres carrés, mais plutôt s'étendre en mètres cubes, donc monter en hauteur. Donc là, on va partir sur des choses un petit peu plus modernes, on va dire, avec de l'entrepôt dit semi-automatique, même si les automatismes, ils sont loin d'être flagrants, mais on va monter beaucoup plus en hauteur sur du 14 mètres, donc on va être sur du 6-7 hauteur, avec du chariot tridirectionnel, donc avec des allées étroites, de l'ordre de 1,70 m, une zone de réception wagon comme pour l'entrepôt classique et une zone de réception camion, préparation de commande et expédition. Donc là on va parler d'une solution de type semi-automatique, donc avec des RH moins importantes, une emprise au sol moins importante également. Et enfin on peut envisager, puisque c'est des choses qui existent à l'époque, à une solution la plus automatisée possible avec du volume en hauteur, donc avec une hauteur montant jusqu'à 40 mètres, donc on est sur du transstocker à 14 niveaux, complètement automatisé dans la partie mise en stock et déstockage. Donc avec une zone de réception de wagon, qu'on maintient dans tous les cas, le convoyeur aussi qui est en place entre l'usine et l'entrepôt, entre l'usine d'Amanche et l'entrepôt. Une zone nécessaire de prélèvement pour la pré-préparation, parce que à partir du moment où on met de l'automatisation dans les allées entre les racks de transstockage, aucune préparation possible entre les allées, donc il faut une zone et pour le prélèvement, pour la mise à disposition, pour la préparation de commande ensuite. Et une zone bien sûr réception machine, regroupement pour la partie cross-docking et expédition. Donc là on est sur une troisième solution complètement automatisée qui va être forcément plus cher, mais dont le coût en RH risque d'être très très intéressant. Donc ce qui donne en termes de... c'est là qu'on va apparaître la quatrième solution, en termes de tableau comparatif, là, un petit peu matrice de décision. Alors matrice de décision qui est incomplète, puisqu'il manque... il y a des choses liées à la capacité, taille, taux d'occupation,
en surface, en hauteur, rapidité, donc je suis assez opérationnel, et des choses financières avec le coût d'investissement. Néanmoins, il manque un coût non négligeable qui est le coût de fonctionnement, notamment le coût RH. Donc avec une quatrième solution qui apparaît, qui est le stockage au sol, donc avec du gerbage, on monte sur 2 niveaux. Dans toute étude qui se respecte, il faut évaluer l'ensemble des possibilités. Il va de soi que c'est une solution qui ne va pas être retenue. Nos paletiers, donc aller de à 3 mètres, donc avec du rétrac, on monte à 10 mètres de hauteur, et nos paletiers allée étroite avec du tridirectionnel, dit entrepôt semi-automatique, qui est plutôt un bon choix avec un coût d'investissement qui est moyen, j'ai une productivité qui est assez bonne, mais c'est là que le bas blesse dans ce tableau, avec des coûts de RH qui sont quand même nettement supérieurs à celui du transstocker. Un transstocker qui lui est à peu près bon partout, hormis dans son coût d'investissement, puisque un coût d'investissement qui, vous le verrez tout à l'heure, est quand même nettement plus conséquent qu'un paletier classique et un paletier à allié étroite. Néanmoins, coût d'investissement qui peut être contrebalancé par des coûts RH relativement faibles, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc dans l'état, quand on lit ça, quand on regarde le tableau, on aurait plutôt tendance à dire que voilà, notre paletier à l'étroite, très bon, grand, total, trinix, moyen, il est meilleur a priori que le transstocker, sauf qu'on oublie de dire que le coût de RH est bien inférieur côté transstocker. Donc les deux solutions méritent d'être étudiées dans l'état actuel des choses. Alors un petit calcul tel qu'on l'avait fait là, quand on l'avait fait en phase 2, vous vous souvenez, on s'était amusé à calculer, donc quand Bernard Delès avait optimisé la solution existante, à savoir essayer avec l'outil Chavornay, essayer de rentrer plus de palettes qu'il n'y en avait à l'époque. Donc il avait fait son petit calcul avec la mise en place de chariots à main rétractable. Il a fait le calcul d'occupation, donc occupation des sols, donc une palette, quelle est en fonction de la hauteur de stockage, 2, 3, 4 niveaux, on s'arrêtait à 3 en l'occurrence, en fonction du moyen de manutention utilisé, quelle va être l'emprise au sol nécessaire par palette. Donc on va s'amuser à faire ce calcul-là, sachant qu'il faut partir de données de base, à savoir que pour un chariot à main rétractable, c'est juste qu'on avait déjà vu, c'était 2,70 m largeur d'allée, bidirectionnel 1,50 m, tridirectionnel 1,70 m, transstocker 1,70 m, avec des hauteurs de pose qui vont donc pour de l'entrepôt classique bidirectionnel, donc avec du 10 mètres de haut, tridirectionnel, on monte plutôt un petit peu plus haut que ça, on est plutôt à 14 mètres, et transstocker, donc on va de 14 à 38 mètres. Donc le calcul dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on avait fait en phase 2, c'est celui-là. Donc vous pourrez vous amuser à le refaire, hein, donc en fonction du nombre de niveaux. Donc je vous rappelle un peu le principe, même s'il est discutable, puisque le calcul qu'on avait fait à l'époque, quelqu'un me l'avait fait justement remarquer, n'est valable qu'à condition d'avoir du stockage sur une seule profondeur. Ce qui n'était pas le cas en 2006, puisqu'on avait du stockage par accumulation. Et ce qui a priori ne serait pas le cas non plus ni pour un transstocker ni pour du tridirectionnel avec entrepôt semi-automatique. Bon, toujours est-il que le calcul tel qu'il est fait ici, il est basé sur une seule profondeur et il est un petit peu plus pénalisant que lorsqu'on a plusieurs profondeurs. Donc en cas, ça veut dire que la capacité au final sera supérieure à celle qui est calculée. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il vaut mieux avoir un calcul qui est un petit peu plus contraignant qu'un calcul très optimiste. Donc je vous invite à refaire les différents calculs avec le transstocker, la largeur nécessaire. Donc le principe, je vous le rappelle, on part du principe qu'on met par alvéole, on met 3 palettes Europe 80-120, qu'on met 10 cm entre chaque palette et qu'on a la nécessité, donc 17 cm devant, 17 cm sur les côtés, et qu'on a la nécessité de prendre, puisque ce sont des racks en vis-à-vis, on prend une demi-allée à chaque fois par rack. Bon, donc on fait ce calcul là et on ramène ça ensuite au nombre de niveaux, et de manière à on calcule une emprise, donc on va ensuite diviser par le nombre de palettes, 3 par alvéole, et le nombre de niveaux, ce qui nous fait une emprise au sol. En l'occurrence, par exemple, sur 14 niveaux, une palette, il faut une emprise au sol de 0,14 m² 14 par palette. Sur 8 niveaux, c'est 0,24 m². On retrouve les chiffres qu'on avait à l'époque, donc on avait 1,11 là. Il y a un petit tour de magie puisque c'était devenu 0,9 pour la partie Gerber. Le rétract qu'on avait utilisé, on était à 1,31 m, 0,87 m. Donc voilà, il va de soi que plus on monte en hauteur, moins l'emprise au sol par palette sera importante, ce qui paraît logique, puisqu'on peut sur un même mètre carré mettre, de la mesure où on monte en hauteur, mettre beaucoup plus de palettes.
Donc je vous invite à faire le calcul, et éventuellement on le reverra ensemble jeudi si tout ne vous paraît pas clair. Donc on en arrive maintenant à l'étude. Maintenant on a posé tous les éléments, flux, état de l'art de ce qui existe. Il va falloir se poser la question, quel choix va-t-on faire? Alors il y a également un paramètre qui aurait dû être fait un petit peu avant, je pense, qui est le nombre de quais de réception, donc, puisque réception et expédition, puisque les deux vont servir à la fois la partie réception et expédition, pour la partie camion en tout cas, puisqu'il y a une partie qui va arriver par voie ferrée et par convoyeur pour le café. Donc 12 000 nombres de camions par an, avec un pic factor de pic PEAK et non PIC, donc un facteur de charge de 1,5, donc de 12 000 à 18 000. Vous vous souvenez, donc on part du principe qu'il y a 1500 heures par an d'heures travaillées, 1457 heures, ce qui veut dire que ramener à 12 000 divisé par 1457, 18 000 divisé par 1457, ça veut dire qu'il y a 8 à 12 camions par heure. Donc il faut prévoir un minima autant de quais que ça. Donc 12, on part sur le maximum, 12 portes avec un coefficient de sécurité, une marge supplémentaire, donc on passe à 15 portes. Temps moyen à quai 1,5 heures, etc. Et avec une surface de quai donc évaluée à 2500 m². Ça paraît un petit peu 15 portes, 2500 m², ça paraît un petit peu riche. Qui peut le plus, peut le moins. S'ils veulent s'étendre par la suite ou mettre davantage de portes, ce sera du coup possible. Donc ça c'est intéressant. Donc on reprend les calculs qui étaient faits tout à l'heure, à savoir l'emprise au sol par palette. Donc il aurait dû être remis ici, puisque en fait le ratio mètre carré par palette, c'est ce qu'on aurait dû avoir si là il y a encore une petite bêtise, puisque c'est pas un ratio mètre carré par palette, auquel cas on aurait 0,14 ici, puisque par palette on a trouvé tout à l'heure que sur 14 niveaux en transstocker, chaque palette nécessite 0,14 mètres carrés. C'est un ratio palette par mètre carré, soit l'inverse de 0,14. 1 sur 0,14 égale 7,24. Donc on peut donc mettre 7,24 palettes par mètre carré dans le cas d'un transstocker à 14 niveaux. Nombre de palettes à stocker 22 600. 22 600 divisé par 7,24 égale 3000 m². Donc on a besoin d'un entrepôt, d'une emprise au sol pour la partie entreposage de notre stocker de 3000 m². Même calcul avec un ratio palette par mètre carré de 3,29 pour le semi-automatique, 6873 m². Stockage rack 11 700 m². Oui, c'est pas logique, plus on est bas en hauteur, et plus on doit avoir une surface au sol importante. Et il a quand même fait le calcul jusqu'au bout pour la partie stockage de masse sur 2 niveaux avec des jambes, donc 30 000 m². Uniquement pour la partie stockage. À partir du moment où on a un stockage, il faut également prévoir des zones de préparation, B2C dans tous les cas, 2500 m², des quais, la partie réception-expédition, et des zones de picking. Stockage de masse, alors sur la partie... Moi, j'aurais pas mis de picking pour le stockage de masse, sachant qu'on a quand même de la place entre les allées, le picking pouvant se faire directement dans les allées. Chose qui est effectivement possible sur le marais tractable, puisqu'on est sur 2,50 m, donc des allées où il y a suffisamment normalement de dégagement pour faire son picking, donc pas de zone de picking dans le stockage rack. En revanche, pour tout ce qui est semi-automatique, puisqu'on est quand même sur de l'allée étroite à 1,70 m, on a une zone de picking nécessaire, et pour l'entretour automatique, les allées sont occupées par les rails et les chariots de transstockage, donc il n'y a pas de picking possible dans les allées, d'où la nécessité d'avoir 2500 m² supplémentaires. Ce qui nous fait au total en termes de surface, donc des possibilités qui vont à minima de 10 000 m² pour le transstocker jusqu'à 40 000 m² pour le nécessaire pour le stockage de masse. Donc clairement en termes en tout cas d'occupation des sols et d'impact financier, puisque qui dit occupation des sols dit terrain moins important, moins cher, donc en la faveur de l'entrepôt automatique. Donc le dimensionnage de la forme détermine les process, réception, contrôle, etc. Donc on va se poser la question maintenant en termes, suivant les différentes technos qui sont évalués, quel va être le coût RH nécessaire. Savoir, plus on est automatisé, moins on va avoir besoin de personnes pour la partie mise en stock, etc. Sortie de stock, transfert vers picking, préparation de commande. Donc il s'agit donc de déterminer les temps opératoires à partir des différents process, et définir en fonction des temps opératoires les RH nécessaires en termes de quantité de TP.
définir les moyens de stockage, manipulation pour chaque process, comparer, évaluer chaque process. Alors, un petit rappel des flux. Donc, on est sur ce flux-là, il est nettement plus clair que celui de tout à l'heure. On est sur deux flux café. Un flux café par voie ferrée qui est l'usine d'Orbe, un tiers de la production. Les 2 tiers de la production restante arrivant par Avanche, via un convoyeur ici. Les RPM, c'est les Raw Product Material, à savoir la matière première en l'occurrence, donc ce sont les capsules vides et les cartonnettes, donc eux qui arrivent par camion. Et qui ensuite vont repartir uniquement vers Avanche via le convoyeur ici, et les machines donc, qui arrivent donc pour mise en stock. Hein. On ne parle pas ici du cross-docking, les machines qui arrivent pour mise en stock, donc les 30 jours de stock qui sont maintenus jusqu'en 2010. Et ensuite les flux sortants, le B2C qui est maintenu jusqu'en 2010 pour Suisse et France, marché international Europe, donc les plateformes nationales, donc ça part par camion, ici ça part par container, picking approvisionnement, prélèvement équivalent de palette, donc ça doit être la partie boutique, pour la partie suisse, picking boutique. Donc, voilà. Ça doit être peut-être des plateformes, des marchés faibles pour lesquels il y a besoin de faire des palettes mixtes ou des demi-palettes. Donc voilà un petit peu le flux de manière un petit peu plus claire que tout à l'heure. Bon, ça il s'est fait un petit peu plaisir, là, Bernadelles. En l'occurrence, il a appliqué cette modélisation sur un outil que je ne connais pas, mais bon, il y a tout un tas d'outils qui permettent de modéliser, je dirais, les différents flux, dans lesquels on va retrouver donc le café, le RPM, les machines, RPM, donc les matières semi-finies, et les machines. Ici, PC, ça doit être Portion Coffee ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, en termes de volumétrie, alors, il fait le choix de partir dès 2009, enfin de 2007, 2009, ça n'a pas trop d'intérêt puisque le nouvel entrepôt il est là qu'à partir de 2010. Donc c'est plutôt cette partie-là qui est intéressante. Donc on trouve de 240 000 palettes de café, notre production, qui passe à 300 000 et qui continue à augmenter à 370 000. Donc c'est là que je dis 22 600, c'est peut-être un petit peu juste, même si on dégage à partir de 2011. La partie machine. Néanmoins, comme le calcul qu'on a fait, il est un petit peu contraignant, je pense que la capacité elle va au-delà de 22 600 du nouvel entrepôt. Voilà, c'est histoire de rappeler les quelques chiffres en termes de volumétrie, donc tout ça mis sous forme d'un tableau un petit peu plus lisible, entre guillemets. Donc on trouve que l'usine café a produit à peu près, là on met 100 000 ici, 270 000, donc on est sur 30-70 à peu près, c'est le pourcentage. Là on est sur le produit semi-fini, donc ça c'est les palettes qui sont réceptionnées à destination de l'usine café 2, c'est à Avanche, les palettes de produits semi-finis, donc les capsules vides, ainsi que les tubes en carton. Les réceptions en machine, donc usine 1 café, usine 2 produits semi-finis, voilà l'échantillonnage, les différents marchés suisses, comme Suisse, et proximité et les marchés internationaux. Bon, pas trop d'intérêt de regarder les différents chiffres dans les détails, c'est juste une autre représentation sous forme Excel. Là, en revanche, c'est intéressant, c'est ce tableau-là. C'est pas les chiffres en soi qui sont intéressants, mais c'est les tendances. Notamment avec cette usine d'Avanche là, qui apparaît ici. Donc réception café, on a usine d'Orme, usine d'Avanche, plus une partie échantillonnage, réception machine, donc fournisseur européen par camion, fournisseur Chine par container. Et contrôle réception produits semi-finis, donc c'est nos cartonnettes et nos capsules. Donc ça c'est la partie réception. Où là on voit apparaître notamment que toute la partie, donc il a mis de côté, ce qui n'est pas évident, la partie gerbage, donc l'entrepôt stockage de masse. Donc on se retrouve à comparer 3 solutions: classique, semi-automatique et entrepôt automatique. Où là on s'aperçoit que pour la partie réception, notamment via Avanche, il y a la possibilité de quasiment, on verra tout à l'heure, c'est pas tout à fait vrai sur toute la chaîne, de quasiment avoir une intervention humaine nulle pour la mise en stock à partir de l'usine d'Avanche, puisqu'on a un convoyeur qui arrive, et donc toute la partie réception, ça reste sur le convoyeur, et ça peut être ensuite mis à disposition de la partie mise en stock. Donc on est à 0 sur la partie usine Avanche. En revanche, sur la partie usine d'Orbe, il y a nécessité puisque ça continue à arriver par wagon, d'avoir de la manutention pour décharger les différentes palettes.
Pour le reste, que ce soit le classique ou l'automatique, semi-automatique, on est sur les mêmes chiffres. Réception machine, là, en revanche, il faut bien décharger ça des camions. Donc ça, c'est la même chose, quelle que soit la solution retenue. En revanche, le transfert vers stock. Alors là où on aurait pu penser que le transfert vers stock, une fois qu'on a réceptionné, donc ça c'est complètement transparent, ça arrive par convoyeur, pas besoin de décharger. On aurait pu penser que le transfert vers stock vers le transstocker se faisait de manière automatique. Bon, a priori, il y a nécessité une intervention humaine, il n'y a peut-être pas possibilité d'aller le convoyeur jusqu'à la zone de prise en charge par les différents chariots. Du transstocker. Bon, il y a une intervention malgré tout qui est bien meilleure que dans le cas d'un entrepôt semi-automatique, puisqu'on est sur des 60 palettes à l'heure ici, dans le cas du semi-auto, de l'auto, 45 pour le semi-auto et 30 pour la partie entrepôt classique. Bon, toujours est-il, au-delà des chiffres, hein, l'idée maîtresse qu'il faut dégager, c'est en l'occurrence ce chiffre, ce pied de page là, qui est de dire que plus on va avoir de l'automatisation, et moins les coûts RR vont être importants, puisqu'on en est sur un total d'heures de 5000 à 5000 heures ici pour la partie entrepôt automatique, 7000 pour la partie semi-automatique et 10 000 pour la partie classique. Donc on poursuit les différents processus. Pour la partie mise en stock, on est à 0, 0, 0, puisque la mise en stock se fait de manière complètement automatique pour l'entrepôt type transstocker. Pour la partie semi-automatique, on a du tridirectionnel, donc ça va relativement vite, beaucoup plus vite que le chariot traditionnel, que l'entrepôt traditionnel, où là on utilise du marais tractable, qui va 2 fois moins vite qu'un tridirectionnel. Le prélèvement sur stock, c'est pareil, c'est la sortie stock, donc la sortie stock complètement automatique, donc on trouve les mêmes chiffres que pour la mise en stock, hein, complètement automatique sur le transstocker, donc tridirectionnel ça va relativement vite, même si 45 ça paraît pas forcément hyper optimisé, mais bon, en tout cas c'est 2 fois plus rapide qu'un entrepôt classique. Donc, vous voyez que sur la partie mise en stock, prélèvement du stock, l'entrepôt automatique, le transstocker n'a pas d'équivalent, puisqu'il ne nous coûte rien en termes de RH. Ensuite, sur la partie mise en picking, c'est la même chose, quelle que soit la solution retenue. Préparation, mise en expédition, là on doit avoir l'automatisme encore qui est mis en place, notamment avec des convoyeurs, donc on est 2 fois plus rapide que par rapport à l'entrepôt semi-automatique. Et pour la partie expédition et chargement, donc là, quelle que soit la solution retenue, on est sur les mêmes nombres de quais, même chargement, etc. Donc là, il n'y a pas d'intervention automatique possible. Donc on est sur les mêmes chiffres. On arrive quand même à une facture qui est nettement à l'avantage du transstocker, l'entrepôt automatique, puisqu'on est sur une quantité de flux, donc quantité de mouvement, que ce soit des réceptions, café, machine, semi-fini, transfert à stock, mise en stock, prélèvement, picking, mise en expédition, on est sur à peu près 2 millions de mouvements à l'année, 10 millions de palettes à l'année mouvementées, ce qui veut dire que ramener au nombre d'heures, par exemple 40 000 heures, si on a fait la somme de toutes les totaux horaires sur l'ensemble des mouvements, on est à 40 000 heures en automatique, 60 000 en gros en semi et 80 000. Donc on passe du simple au double entre l'automatique et l'entrepôt classique. Et donc du coup des taux ramenés en nombre de palettes, donc un mouvement palette heure qui est 2 fois l'avantage de l'entrepôt automatique par rapport à l'entrepôt classique. Donc des coûts RH qui forcément vont être nécessairement à l'avantage de la partie automatisée, on s'en serait douté. Donc ça peut un peu d'intérêt cette planche. J'ai pas vu qu'il y avait une animation. Bon bref, une petite animation pour dire que l'intérêt c'est de transformer le nombre d'heures en nombre de bonhommes. Donc on est sur un équivalent temps plein full time employment FTE de 1457. Alors de mémoire c'était 1477 il me semblait, mais peu importe. Heures par an. Ce qui veut dire que notre chiffre qui était donc de... C'est pas tout à fait ce chiffre là, mémoire, c'est pas tout à fait ça. Bon, bref, ça a changé un petit peu. On était sur simple ou double 27, 43, 58, sur lequel il faut appliquer un taux d'engagement, puisque c'est des calculs théoriques, pour un taux d'engagement de 80%, donc il y aura du temps non travaillé à hauteur de 20%, ce qui veut dire qu'il faut majorer, il faut faire 27 divisé par 0,8, 43 divisé par 0,8, 58 divisé par 0,8, ce qui fait un nombre de RH pour l'entrepôt automatique de 34, 54 pour le semi-auto, 73 pour l'entrepôt classique.
Quand de mémoire, on avait aux alentours d'une centaine de personnes pour l'entrepôt de Chavornay, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, il aurait été peut-être intéressant de parler des donner des coûts en termes d'euros. On y revient, allez, c'est la planche d'après. Là, on change un petit peu d'angle d'attaque. Là, on est sur le coût d'investissement. Où là, bien évidemment, on va être sur un investissement beaucoup plus technologique sur l'entrepôt automatique. Auquel cas, on va se retrouver avec des coûts d'investissement qui sont quand même un petit peu plus élevés que les autres solutions, puisque vous voyez que en pied de page ici on se retrouve avec un autre autobot automatique dont la partie notamment en bâtiment complémentaire, j'ai un doute sur ce dont on parle, est-ce que c'est la partie préparation de commande et auquel cas ici la partie picking, préparation de commande, et auquel cas ici on n'a que la partie la tour, quoi, c'est-à-dire le transstocker. On peut penser que c'est ça. En fait, toujours est-il que la partie, je dirais, investissement, que ce soit structurel, informatique, automatiste, qu'on voit ailleurs ici, chariot grande hauteur, donc la partie transstockage, tout ça, c'est effectivement, ça grève complètement le budget. Même si à l'inverse, l'acquisition du terrain, puisqu'on est quand même sur des surfaces qui sont, alors vous vous souvenez, on était sur, si je ne dis pas de bêtises, 10, 15, 20 000, je crois, mètres carrés de surface au sol nécessaire. Pour l'entrepôt, donc ils ont fait le choix de multiplier par 2 en termes de surface terrain, donc de manière à prévoir peut-être des agrandissements. Donc on est sur 35 000 m², 30 000 et 15 000 ici. Donc même si en termes de coût d'acquisition de terrain, c'est nettement l'avantage de l'entrepôt automatique, puisque il prend moins de place. Bon, c'est nettement contrebalancé par les investissements structurels et informatiques. Vous voyez l'aménagement de la voie ferrée. Alors pourquoi c'est 1,2 million ici l'aménagement de la ferrée quand il s'agit de l'entrepôt automatique et 220 000. Voilà. Quid de cette tâche, j'en sais rien du tout. Bon, peu importe. Les tendances, c'est qu'on est quand même sur un entrepôt automatique qui est à peu près 20 millions d'euros en termes d'investissement. Vous voyez que le taux d'amortissement il est prévu sur 25 ans. Pour la plupart des acquisitions, 10 ans pour les systèmes de transstockage, 5 ans sur l'informatique normale, au bout de 5 ans c'est obsolète, donc il faut investir. Donc voilà. Donc toujours est-il que, évidemment, ce scénario est pas forcément à l'avantage de l'entrepôt classique, mais plutôt à l'avantage de l'entrepôt semi-automatique. Qui lui, finalement, puisqu'il n'est pas si semi-automatique que ça, à part l'acquisition donc on est plutôt ici sur l'aménagement des racks et systèmes de stockage, donc l'acquisition de racks plus grande hauteur et puis de tridirectionnels. Pour le reste, on est à peu près dans les mêmes volumes. Hein. Regardez, on est 800 000, 100 000, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Hein. On est même un petit peu moins cher sur l'acquisition du terrain. Donc au total, on se retrouve avec un coût d'acquisition pour l'entrepôt semi-auto qui est le plus intéressant des trois. Donc ramener ça au coût par palette, donc on fait par exemple ici, on est ramené c'est le coût annuel, hein, puisque en fonction du taux d'amortissement, on divise par 25 ici, 5, 10, suivant le taux d'amortissement qui a été choisi, on se retrouve avec un 720 000 par exemple pour le coût annuel de l'entrepôt classique. Donc 720 000 ramené au coût d'emplacement par palette, donc stockage par mois, donc on sait qu'on a la 22 600, 722 000 divisé par 22 600, divisé par 12, on est à 266 €. Donc coût d'emplacement stockage par lettre par mois de 66 €, de 76 €, 6,21 € effectivement en termes d'investissement, c'est lui qui coûte le plus cher. Dans tout état de coût, ça reste moins cher que l'entrepôt actuel de Chavornay, à 7,43 €. Alors c'est là que je disais qu'il aurait été peut-être plus intéressant de mettre cette planche-là avant. Les RH qu'on a calculé tout à l'heure, donc on va y revenir, tac. Les 34, 54, 73, donc on les transforme en euros. En l'occurrence, on trouve évidemment un entrepôt automatique qui coûte à hauteur donc des chiffres que j'ai annoncés, 2 millions en termes de personnel direct, 3 millions, 4 millions. Donc il faut rajouter les frais fixes qui sont les mêmes quelle que soit la solution, les frais administratifs de 500 000 € annuels. Donc on se retrouve sur 2 millions 4, quand de mémoire, effectivement, on devait être sur à peu près 5 millions d'euros avec l'entrepôt actuel. Donc on est sur un coût qui est 2 fois moins important. Est-ce que ça va faire la différence? C'est toute la question qui se pose. Donc on a dimensionné les coûts RH, il n'y a pas l'ensemble des coûts de fonctionnement. Dans tout état de cause, il faut rajouter la partie
frais de fonctionnement électrique, eau, etc. Tout ce qui fait que voilà, on a un calcul qui soit complètement exhaustif. Bon, là, il a fait le choix de mettre que le coût RH, donc, qui est quand même le coût le plus important. Donc on a les coûts RH, on a les coûts d'investissement. Donc l'idée maintenant, c'est de comparer, de faire la somme de tout ça et de voir ce qui est le plus intéressant. Donc on se retrouve avec un entrepôt traditionnel qui va nous coûter à l'année 4 700 000 euros et dont le coût d'acquisition de 16,6 millions. Un entrepôt semi-auto dont le coût à l'année de 3,8 millions en termes de RH et 15 millions en termes de coût d'acquisition. Et un auto, 22 millions à l'acquisition, 2,4 millions à l'année. Effectivement, si on ne parle que des coûts d'acquisition, c'est le semi-auto qu'il faut acheter. La question qu'il faut se poser, c'est que le surcoût que l'entrepôt automatique va nous engendrer à l'investissement au départ, dans la mesure où cet entrepôt nous coûte beaucoup moins cher en termes de RH, en combien de temps je vais pouvoir, est-ce que je peux l'amortir en moins de 25 ans, ce delta ou pas? Et la réponse, elle est évidente, elle est oui, puisqu'on voit très rapidement qu'entre l'auto et le semi, on a un gain annuel de 1,5 million, grosso modo, et entre l'auto et le tradi, on a à peu près 2 millions de gains annuels. Ben, le delta qu'on avait à l'investissement entre le semi et l'auto, soit à peu près 7,5 millions, ben, il va être vite amorti, vite rentabilisé, puisqu'au bout de 5 ans, là, on va avoir un entrepôt automatique qui est plus rentable, et plus intéressant, qui va nous coûter moins cher qu'un entrepôt semi. C'est encore plus vrai pour la comparaison auto et tradi, puisque au bout de 2,5 ans, on va se retrouver avec un entrepôt automatisé qui est beaucoup plus rentable qu'un entrepôt traditionnel. Donc la question ne se pose plus, il faut investir dans un entrepôt automatisé, qui va donc ressembler à ça. Donc on part sur 14 hauteurs, on est à peu près sur une vingtaine de rangées, vingtaine de rangées dans ce sens-là, on est à peu près également sur une vingtaine d'alvéoles, calcul grosso modo. Donc voilà le choix qu'ils font pour une capacité de l'ordre de 22 600. Alors si on s'amuse à calculer 20 par 20 par 14 par 3, si on imagine 3 palettes par alvéole, il y en a peut-être plus du coup, on va être un petit peu moins, un petit peu en dessous de 20 000, il y en a peut-être 4 par alvéole. Bon, toujours est-il que voilà, ils font ce choix-là, donc avec toute la partie voie ferrée ici, qu'on devine ici, toute la partie quai, nos 15 portes avec nos 2500 m² de quai pour la partie réception et expédition. Ici, on a un convoyeur qu'on devine ici, on a la partie zone de picking ici, et préparation de commande. Alors avec cet outil structurel, ils mettent en place également l'outil informatique qui va bien, donc un réseau complètement intégré avec WCS, donc le Wireless Control System, un WMS qui est ici, FMS, MES, donc ça c'est la partie ERP, toute la partie réseau, ça peu importe, donc là le NestSoft, donc ça c'est l'ERP, puis toute la partie Firewall, DMZ, etc. Voilà, bon, ils ont mis en place toute la partie WMS, NestSoft qui est l'ERP, le net évidemment, puis la partie WCS également. Donc, ils mettent en place toute la partie réseau qui va avec. Donc ça ressemble à ça. Donc on retrouve ici notre quai de 450 m² qui est le quai pour la réception des wagons, donc la quai voie ferrée, donc qui est dans la partie haute, partie nord ici de l'entrepôt. Donc là, la partie sud, on va retrouver les zones, le quai de réception d'expédition. Pour la partie machine, emballage semi-fini, puis évidemment la partie réception machine, emballage semi-fini et partie expédition, donc toutes les palettes. 2500 m², on a une zone de picking qui est de 2500 m² qui va dégager à partir de 2011. Là on devine le convoyeur qui arrive de l'usine, et après donc on a nos 14 niveaux. Et là on a encore la partie automatisée pour la partie expédition. Donc une visualisation un peu des flux, donc avec notre plateforme centrale en anglais in the text, avec nos machines café qui arrivent par camion, donc soit directement, soit depuis les entrepôts fournisseurs. Donc là on doit être sur le Nescafé Consumer, Nescafé Professional qui arrive de Orbe, donc on a les capsules pro et capsules particuliers qui arrivent par train. Là on a le RPM, donc la partie palette capsule et tube carton qui arrivent par camion et qui sont à destination sur d'Avanches, qui vont repartir par le convoyeur ici à destination de l'usine d'Avanches. Convoyeur qui en amont va être utilisé pour la partie café, donc café particulier et café professionnel. Donc
convoyés depuis l'usine à venche vers l'entrepôt. Et ensuite, en aval de la chaîne, on a la partie donc train, enfin pas train dans l'immédiat, puisque ça va partir par camion et container vers les marchés internationaux. Ensuite, ça peut partir également vers les boutiques et vers le pick and pack jusqu'en 2010, puisqu'à partir de 2011, donc pour la Suisse et la France, tout ça va faire l'objet une partie de la France va faire l'objet d'un centre dédié de 2500 m². Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a notamment toute notre partie entreposage et tout le reste. Donc avec un bison qui a dû être gracieusement offert par Georges Clooney, parce que les bisons suisses, je ne les connais pas. Je connais les vaches suisses, mais pas les bisons. Bref, voilà donc le nouvel outil dans lequel ils ont investi environ 20 quelques millions d'euros en 2010. Donc à cela, ils ont également revu la partie de distribution multicanal. Donc ils n'ont pas forcément changé les fréquences de distribution qu'ils avaient déjà mis en place pour la partie transitoire. Donc multiplier les fréquences de livraison. En revanche, ils ont mis en place deux choses. Donc nouvelle stratégie de distribution Nespresso, performance, excellence des services révision, mise en place en septembre 2011, donc, et qui inclut notamment, on l'a vu tout à l'heure, la mise en place d'un réseau de services de proximité. Donc un petit peu moins de 10 hubs qui seront mis en place, donc à la périphérie des grands centres urbains. Mise en place d'un réseau, bon, il était déjà en place, mais il se muscle, on va dire, de 2500 points relais en 2011, sachant qu'aujourd'hui on en a 5000 points relais qui servent de points de livraison et de points de collecte. Par ailleurs, développement de nouveaux services intra-urbains, prise de rendez-vous, livraison de la journée même, livraison à 12, 24, 48 heures, suivant l'éloignement par rapport au hub ou à la plateforme nationale, livraison en voiture électrique, récupération des capsules usagées à la livraison, donc avec des services qui sont complètement multipliés, puisqu'aujourd'hui, à l'époque ça a commencé, mais aujourd'hui on peut bien évidemment ramener nos capsules dans les points relais, dans les boutiques, les donner au livreur qui vient vous livrer vos capsules neuves. On peut dorénavant les mettre dans les poubelles jaunes, puisque près de 2/3 des poubelles jaunes sont... Non, un quart des poubelles jaunes, 20 millions de Français sont à même de déposer leurs capsules directement dans les poubelles jaunes, et 2/3 des déchetteries sont à même également de récupérer les capsules en aluminium. Donc, voilà, j'en ai parlé, développement de nouveaux services et collaborations, intégration des capsules usagées dans le circuit de récupération des emballages, poubelles jaunes, déchetteries, investissement dans les centres d'équipement de traitement spécialisés, donc toute la partie retraitement, alors développement de nouveaux services de récupération, mise à disposition de contenants pour capsules usagées préaffranchies. Je dois même vous avouer que je suis un peu sceptique, certains me disaient que ça existait, je sais que ça existe en Suisse, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ici en France, et sur lequel Nespresso fait assez peu de publicité. Si vous allez sur le site de Nespresso, il ne parle pas du tout de récupération via enveloppe préaffranchie. Moi, ça a peut-être été mis en place à un moment donné. Donc on se retrouve avec le réseau de distribution en France qui est le suivant. Donc on avait nos deux plateformes nationales qui étaient Paris et Lyon, donc qui restent. En orange des boutiques, là on en a une vingtaine, et la mise en place de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc une petite dizaine de hubs, donc de satellites, donc qui vont desservir. Donc on a nos grands centres comme Nantes, Toulouse, Bordeaux, on va dire Perpignan, Marseille, Lyon, Strasbourg et Lille. Donc à la périphérie des grands centres urbains, avec des prestations attendues, réception des produits en provenance d'Nespresso des fournisseurs, réception et traitement des retours clients, stockage, approvisionnement des hubs, donc ça ce sont nos plateformes nationales, approvisionnement des boutiques et hubs, bon, ça on a déjà dit, préparation et expédition des commandes de vente à distance, B2B, B2C, donc les plateformes nationales font ça effectivement, co-packing pour le B2C. Avec des produits qui sont ceux qu'on connaît, à savoir les produits secs, en l'occurrence capsules professionnelles et particuliers, bon, et puis la partie gourmandise, comme il dit, sucre, petits gâteaux, etc. Donc chocolat étant un produit spécial, et évidemment la partie également non alimentaire avec les machines et les accessoires, et les pièces de rechange. Donc on en arrive quasiment à la fin de cette présentation. On se retrouve avec, donc c'est un peu ce plat spaghetti là qui est pas forcément super digeste, bon, qui schématise l'ensemble des flux possibles depuis la gauche, à savoir notre plateforme centrale et nos entrepôts de consignation, donc accessoires et entrepôts accessoires, entrepôts accessoires et machines. Ici machines. Donc à partir desquelles on va
soit alimenter nos plateformes nationales, donc alimentation soit par la directe, donc pour le café, dans tous les cas de l'entrepôt de la plateforme centrale, soit avec de la consolidation, du cross-docking pour certaines plateformes, soit directement les entrepôts accessoires et fournisseurs qui alimentent directement pour les plus grosses plateformes nationales sans passer par du cross-docking. Possibilité également pour ces entrepôts satellites d'alimenter directement les hubs à proximité des grands centres. Par ailleurs, on a nos plateformes nationales qui elles vont livrer donc, ici directement les hubs, peuvent faire une livraison donc en B2C, puisque c'est celles qui ont la charge de faire la partie préparation des commandes B2C, qui également vont être capables de recollecter les capsules usagées et les renvoyer vers le circuit de distribution. Plateformes nationales qui vont également alimenter les boutiques qui peuvent également être alimentées par les hubs. Donc prestation attendue des plateformes nationales, réception des revenus en provenance de Avanche, réception en provenance directe des fournisseurs, donc on le voit ici, préparation des commandes boutiques, préparation des commandes clients, B2C, approvisionnement des hubs, approvisionnement des boutiques, livraison des commandes. Prestation attendue de la partie donc hub, puisqu'on ne revient pas sur la partie boutique, prestation puisque c'est un nouvel intervenant dans le processus, réception des produits en provenance des plateformes nationales, réception en provenance directement des fournisseurs, ce sont ces deux flux-là, réserve boutique, il y a une réserve qui est à proximité des grands centres urbains, livraison de commandes B2C, donc ils ont la possibilité a priori de livrer également directement B2C, surprenant. Approvisionnement de boutique, bien sûr, récupération de capsules également, opération promotionnelle, récupération machine, pièces de rechange. Professionnelle, je ne vois pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, un petit schéma synthétique. On retrouve là l'intégralité de la chaîne, donc avec intégration des commandes, siège filiale, le RP NetSoft, donc avec certains entrepôts automatisés. On est vraiment dans du flux tiré désormais, hormis peut-être la partie café, mais comme c'est du flux tendu, tout ce qui arrive n'est pas stocké très longtemps dans l'entrepôt central. Comment traiter en 5 heures, les 6 heures jusqu'ici. Réactivité, variation d'activité de plus de 50% du lundi au vendredi, ça c'est la problématique des commandes e-commerce. Maîtrise des processus, ressources, flexibilité grâce à un outil qui est bien plus automatisé qu'avant. Et bien évidemment une qualité de service, livraison, retour qui est optimisée. Pas de choses bien nouvelles dans cette planche, et idem de manière informatique, avec un réseau qui est mis en place qui permet d'avoir en temps réel toute la partie suivi, commande, traçabilité de la production, traçabilité de ce qui est en place dans l'entrepôt via le WMS, et traçabilité de ce qui est en transit sur toute la chaîne. Donc voilà ce qui conclut cette présentation. C'était un petit peu long, j'espère n'avoir rien oublié. Alors ce sera le gros de votre présentation de la phase 3, hein, puisque j'y reviendrai dans les prochaines présentations. On a 2 présentations qui seront nettement plus courtes, que je vais faire à suivre. Une sur laquelle je vais vous laisser un petit peu libre. Donc, on va la balayer très très rapidement, mais dans l'état actuel, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, hormis la thématique qui est l'impact du e-commerce à partir de 2010 et malheureusement jusqu'en 2013. C'est-à-dire que la présentation elle est complètement obsolète. Les chiffres sont ceux de 2013, donc l'e-commerce a explosé depuis. Donc ce sera à votre charge, je vous le répéterai tout à l'heure quand je présenterai le PPT, ce sera à votre charge de faire votre recherche. Puisqu'on en arrive en fin de phase 3, une fois qu'on a, vous serez à même de restituer, je dirais, la partie compréhension de cette phase 3, savoir voilà quel choix et comment ont-ils fait le choix de cette entreprise complètement automatisée. Il y a une 4e phase qui est à votre main complète, où là vous allez pouvoir un peu lâcher les chevaux, qui est de dire, ben voilà, on était en 2010-2011, il s'est passé des choses depuis. Nous, consultants, on revient vous voir, Nespresso, le marché a complètement évolué, les technos aussi, on vous propose un certain nombre d'évolutions à partir de votre outil existant, de manière à encore optimiser votre façon de stocker vos matériels, de manière à optimiser toute votre chaîne de distribution, de manière à optimiser la relation client et tout le service client, etc. Donc ça fera partie, je dirais, de ce qu'on attend de vous sur la phase 4, qui est, voilà, en tant que consultant en 2020, voilà, qu'est-ce que je peux proposer maintenant à Nespresso pour continuer à améliorer son outil. Donc ça passera par cette mise à jour par vous-même de cette présentation. Néanmoins, je vous ferai quand même un petit
En l'espace d'un quart d'heure, je pense que je vous ferai un petit balayage sommaire, sans m'attarder, puisque les chiffres sont pas bons, sommaire de ce que contient cette présentation. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la partie e-commerce.